le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de ce journal. Du personnel de Brussels Airlines au sol et pas dans un avion. Certains sont partis en grève pour 3 jours. 300 vols sont annulés. Éric Bévert nous en parlera. Le drame du train fantôme de Morlanway en justice. En 2017, 2 ouvriers des chemins de fer perdaient la vie sur un chantier. Qui est responsable? C'est l'enjeu du procès. Martin Collier nous l'expliquera. Des bâtiments scolaires qui ont besoin d'un petit coup de neuf. 150 écoles recevront des subsides européens. La répartition est désormais connue. Les détails, ce sera avec Guillaume Wolf. Un sommet européen important pour l'Ukraine. Les 27 vont discuter de la future adhésion du pays au sein de l'Union. Explication avec Aurélie Didier. Et puis, première sortie officielle pour Felice Mazzu à Anderlecht. Entraînement ouvert à la presse ce matin. Et premières impressions avec Christophe Reculé. Bonjour à toutes et tous. Voyager en avion est compliqué en cette fin de semaine. Brussels Airlines a entamé une grève de 3 jours. Le personnel se plaint de conditions de travail de plus en plus rudes. Des pilotes, des hôtesses et des stewards se croisent les bras. 60% des vols sont donc annulés. Caroline Hack, Philippe Huibaud et Éric Bévert ont passé la matinée à l'aéroport de Bruxelles. Beaucoup de monde ce matin à l'aéroport de Bruxelles. On ne se croirait pas un jour de grève, sauf à l'approche des portiques de sécurité où le personnel de Brussels Airlines distribue des tracts aux passagers. On a fait des négociations à la sortie du confinement pour la survie de la compagnie. On a accepté de diminuer nos salaires, d'augmenter la productivité. En échange, on a demandé d'avoir des garanties sur les repos des équipages. Depuis, la compagnie refuse de toucher autant de repos. Les équipages sont épuisés. Un exemple concret, sur 5 jours, il y a des équipages qui font 18 vols. On est prêt à faire des journées de travail un peu plus dures, l'été, etc. Mais ça ne peut pas être une constance. Un exemple concret, c'est que quand on a travaillé 45 heures en 4 jours, je ne sais pas qui tient le coup. Enfin, si ça se répète tout le temps, on commence à être vraiment trop fatigué mentalement, physiquement. Comment est-ce qu'on va assurer la sécurité dans l'avion ? Une grève qui provoque l'annulation de 315 vols en 3 jours, mais 200 seront quand même assurés. Aujourd'hui et les 2 prochains jours, nous avons pu maintenir 40% de nos schémas de vol. Jusqu'à ce moment, tout est bien passé, tous les passagers sont bien informés et tous les vols qui étaient prévus aujourd'hui ont pu partir jusqu'à ce moment. On espère que ça va rester comme ça pendant les 2 prochains jours. Parmi les chanceux, ce couple qui s'envole pour la Sicile. On a vraiment eu de la chance jusqu'à la dernière minute hier soir. On nous disait, on ne sait pas, il faut vérifier votre vol sur Internet. Donc voilà, on a vraiment de la chance, je pense, mais on n'est pas encore dans l'avion. En milieu de matinée, le personnel en grève s'est rendu devant le siège de la compagnie pour réclamer la reprise des négociations, mais sans beaucoup d'illusions. Les négociations, c'est le plus important. Nous voulons des solutions structurelles pour éviter le chaos que nous avons connu l'année dernière et certainement pour le temps de repos qui est très important pour le personnel pour qu'il puisse effectuer son travail dans les meilleures conditions possibles. La solution est clairement à la Lufthansa. Il faut savoir qu'ici, ce n'est qu'une petite colonie de la Lufthansa, que la Lufthansa n'apprécie pas beaucoup et qui en plus est déficitaire. Donc je ne crois pas que la Lufthansa porte grande attention à Brussels Airlines. Et c'est vraiment dommage. La grève va durer jusqu'à samedi soir, mais nombreux sont ceux qui se disent prêts à en refaire une nouvelle plus tard, si nécessaire. Et puis des écoles vont pouvoir être rénovées grâce à des subsides européens et la répartition du budget est désormais connue. L'une de nos équipes s'est rendue dans l'entité d'Ivoire où un nouveau bâtiment pourra être construit. Nous allons le voir avec Sandrine Lambiotte, Guillaume Latour et Benjamin Carlier. La petite école de Dorine compte une centaine d'élèves. Une école qui a grandi au fil des nouvelles arrivées et des naissances dans le village, avec l'ajout de bâtiments provisoires peu adaptés qui sont devenus au fil du temps définitifs. Ce qu'on appelle un module, c'est normalement provisoire, mais bon, ça fait déjà 20 ans que c'est provisoire. Et le gros inconvénient, c'est que c'est très énergivore. C'est sous des tôles, donc en hiver, ça consomme énormément. Et même en été, ici, déjà, on est obligé de mettre l'air conditionné, sinon c'est invivable. La salle de gym est également très peu adaptée aux besoins de classe qui comptent parfois jusque 25 élèves aujourd'hui. Ça ne ressemble pas à un local d'éducation physique en termes de hauteur, de local, de l'espace. Voilà, les activités sont limitées dans ce genre d'espace.
La commune avait introduit un dossier pour construire une nouvelle école et la confirmation est tombée ce matin. Le nouveau bâtiment regroupera 2 écoles de villages voisins avec des classes adaptées aux besoins actuels des élèves et enfin une salle de gym digne de ce nom. Si vous voyez là, oui, c'est un peu petit et au niveau matériel, on attend un peu plus quand même. Donc oui, s'il y a une nouvelle école, il y a une nouvelle salle de gym, c'est bien pour les enfants. Oui. C'est dans ce champ situé à quelques centaines de mètres des 2 anciennes implantations que le projet verra le jour. Et le grand avantage de cet appel à projet au niveau européen, c'est qu'il ne faudra pas attendre une dizaine d'années avant qu'il ne se concrétise. Le grand avantage, c'est qu'ici, il y avait effectivement une manne européenne qui était disponible. Et le gros avantage aussi, c'est que c'est une manne européenne qui doit être utilisée avant 2026. Donc les travaux de cette école devront être terminés avant juin, je pense, 2026. Le budget total de ce chantier sera de près de 5 millions d'euros, dont les 2 tiers subventionnés par l'Europe. Une aubaine donc pour cette commune rurale de seulement 9000 habitants. Dans la suite de ce 13h, le gazon de Las Vegas, artificiel uniquement dans la ville américaine, une manière de gaspiller moins d'eau. Comment rendre les plantes plus résistantes à la sécheresse? Ce laboratoire bruxellois a trouvé la recette. Et puis, découverte du net volley, une discipline réservée aux plus de 50 ans. Démonstration dans un instant. Mais cette question, tout d'abord, à la une de l'actualité internationale. L'Ukraine fera-t-elle un jour partie de l'Union européenne? Le sujet sera au menu d'un Conseil européen, d'un sommet européen aujourd'hui à Bruxelles. Aurélie Didier, une première étape devrait être franchie aujourd'hui. Oui, le Conseil européen doit prendre une décision aujourd'hui, celle d'accorder le statut de candidat à l'Union européenne pour l'Ukraine. Alors beaucoup de pays y sont favorables, notamment les pays voisins de l'Ukraine et de la Russie, mais aussi d'autres pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie, dont les leaders s'étaient rendus en Ukraine la semaine dernière. Alors d'autres pays sont encore un peu réticents, notamment à cause des problèmes de corruption en Ukraine. Quoi qu'il en soit, la Commission européenne, elle, a rendu un avis positif la semaine dernière, mais en soulignant le fait que l'Ukraine avait encore du travail, des réformes nombreuses sont encore à faire, notamment par exemple pour diminuer la présence des oligarques dans l'économie ukrainienne. Le chemin sera encore long. Écoutez le Premier ministre belge Alexander De Croo. Donner un signal à la population ukrainienne de statut de candidat est un message symbolique qui est très important. D'un autre côté, ça ne veut pas dire que l'Ukraine fera partie de l'Union européenne. C'est un processus de beaucoup d'années avec énormément de réformes qui seront très difficiles. Et pour nous, c'est très important d'un côté de donner un signal symbolique fort, mais de l'autre côté d'être clair que les conditions pour devenir membre de l'Union européenne, c'est pas facile et ça prendra beaucoup de temps. Et puis le Conseil européen doit aussi se pencher sur la question de la Moldavie qui désire aussi ce statut de candidat à l'Union européenne. La Moldavie, ce pays situé entre l'Ukraine et la Roumanie et qui, comme l'Ukraine, faisait partie de l'URSS. Et puis, dernière question traitée ce matin et non des moindres, celle des pays des Balkans qui également veulent ce statut de candidat à l'Union européenne avec une question: pourquoi l'Ukraine et la Moldavie obtiendraient ce statut et pas eux? Voilà pour tous les enjeux de ce sommet. Merci beaucoup Aurélie Didier. Plusieurs pays ont déjà été touchés par des épisodes de sécheresse cette année et chacun y va de son idée pour éviter le gaspillage d'eau. Aux États-Unis, la ville de Las Vegas interdit le gazon naturel. Voyons cela avec Joachim Vézeli et Philippe Antoine. Bienvenue à Las Vegas. Ses casinos, ses hôtels et désormais son gazon artificiel puisque l'herbe naturelle disparaît peu à peu du paysage. Last year, the Nevada legislature passed a law that now prohibits the irrigation of non-functional grass that provides no recreational value and is only decorative. They passed a law that requires that grass be completely removed by the end of 2026. L'explication est assez simple. L'herbe naturelle a besoin d'eau et les niveaux des réserves d'eau utilisées par le Nevada mais aussi la Californie et l'Arizona sont historiquement bas. Tout bénéfice pour les sociétés qui fabriquent et installent du gazon artificiel, un produit qui a beaucoup évolué ces dernières années.
This product right here has soybean in the backing of it, soybean oil to replace the petroleum oil in the backing. We are using sugarcane to create some of the fiber. So it's not a petroleum-based product, it's a plant-based product. Et ce nouveau gazon synthétique possède aussi des propriétés antimicrobiennes et antistatiques, de quoi permettre à l'industrie du faux gazon de progresser à une vitesse phénoménale, de 20 à 30% par an. Dans les 3 prochaines années, à Las Vegas, la surface de gazon naturel à convertir en artificiel est estimée à 17 millions de mètres carrés, soit un peu plus que la superficie de la région bruxelloise. Et puis, coup de chapeau aux journalistes de la RTBF, lauréats des prix de la presse Belfius, Arnaud Reussen et Jonathan Rémy sont primés dans la catégorie radio et podcast pour leur série Démocratie en question. Et en télévision, le jury a désigné l'enquête d'investigation sur la face cachée du bio. Bravo à Tristan Godard et Santos Evia. Voilà qui referme ce journal. À suivre la météo de Caroline Dossogne. Affaire conclue également. Voilà. Profitez bien de votre après-midi, du soleil, surtout si vous le pouvez. À demain.